Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant et peut-être un peu méconnu, celui de la nouvelle coréenne au Moyen Âge. Bonjour, oui, un sujet passionnant qui nous sort un peu des sentiers battus. Exactement. Ça peut sembler pointu, mais on va voir que ça révèle vraiment des trésors de littérature et d'histoire. Tout à fait. Alors, pour nous guider, on s'appuie sur une étude académique assez fondamentale. Novella Korisko Srednievo-Kovia. Oui, la nouvelle de la Corée médiévale. C'est ça, publié en 1977 par Dédé Eliseyev, un chercheur russe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a travaillé sur des manuscrits rares. Oui, conservée à Saint-Pétersbourg, à l'Institut des manuscrits orientaux. Ça donne une base matérielle très solide à son analyse. Notre objectif aujourd'hui, essayer de décrypter ensemble ce genre littéraire, comprendre ses origines, ses spécificités, son évolution. Une belle exploration en perspective. Alors, commençons par le début. Définir la nouvelle coréenne, c'est déjà un défi, non? Ah oui, c'est le premier point, et il est crucial. Le terme nouvelle, en fait, c'est une convention, une étiquette occidentale. D'accord. C'est pratique pour nous, pour communiquer, mais il faut bien voir que ça ne recouvre pas exactement les catégories que les Coréens utilisaient eux-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, j'imagine, cette différence d'approche? Exactement. Ça nous dit déjà quelque chose sur leur façon de concevoir la littérature. Eux, ils parlaient plutôt de paesol ou de sosol, par exemple. Paesol, Peresol. Qu'est-ce que c'était concrètement? Alors, à l'origine, le paesol, c'était assez hétéroclite. Vraiment, ça pouvait être des notes diverses, des anecdotes, des observations sur le quotidien. Ah oui? Oui, parfois même des informations très pratiques. Elisif Sepp cite l'exemple d'une note sur l'introduction du tabac en Corée, c'est pour dire. Incroyable. Donc, pas forcément de la fiction en sens strict. Pas au début. C'était vraiment un recueil de choses vues, entendues, de notes variées. Puis, progressivement, ces recueils ont intégré des éléments plus narratifs, plus fictionnels. Donc, une forme assez libre, assez souple. Très souples, voilà. Une forme qui est restée longtemps assez hétérogène. D'accord. Et le sous-sol, alors, sous-sol, on le traduit souvent par roman, récit. Oui, mais là aussi, attention, le sens a énormément bougé. Hmm. Au XIIe, XIIIe siècle, on trouve le terme chez un auteur comme Lee Kyu-bo, mais ce n'est probablement pas pour désigner une fiction élaborée, plutôt des petits écrits, des choses mineures. Donc, il faut attendre plus tard pour que ça prenne le sens qu'on lui connaît un peu mieux. Oui, le grand moment, c'est vraiment le XVe siècle, avec Kim Si-soop. Une figure majeure, Lui, il est considéré comme un pionnier, hein. absolument. Il a écrit une œuvre très influente, le Kumo sinois. Et ce qui est amusant, Oui. c'est que lui-même, il n'appelait pas ça sosol, mais sinois, nouveau récit ou récit étrange. Ah, d'accord. Mais c'est son œuvre que la postérité va classer comme le point de départ du sosol en tant que genre de fiction narrative. Le terme sosol s'impose ensuite plus largement pour ça. C'est intéressant comme le mot a posteriori vient qualifier l'œuvre fondatrice. Tout à fait. Donc Élisée, lui, utilise nouvelle, novella, comme terme générique, pratique. Mais il rappelle bien qu'il y avait tout un système de genre propre à la Corée. Comme vous disiez, chun, ki, sol, pae. Voilà. Souvent lié d'ailleurs à l'écriture historique ou biographique au départ. C'est beaucoup plus clair. Merci pour cette mise au point terminologique. Alors, si on remonte encore plus loin, d'où vient cette tradition narrative en Corée? Ah, les racines sont profondes. Bien avant Kim Se-sup et le XVe siècle. Oui, On trouve déjà des formes narratives assez développées dans les grandes chroniques historiques coréennes dès les 4e, 6e siècles, mais surtout dans celles compilées plus tard. lesquels par exemple? Je pense au Samguk-sagi, l'histoire des trois royaumes du XIIe siècle, et au Samguk-yusa, les gestes mémorables des trois royaumes du XIIIe. Ce sont des monuments. Et il y a déjà des histoires dedans. Et comment? Pas seulement des listes de rois ou de batailles. Il y a des mythes de fondation, des biographies de héros, des légendes, des anecdotes merveilleuses. La narration est déjà là, enchâssée dans l'histoire. Et on sait d'où venaient ces histoires? Plutôt du folklore oral ou de la tradition écrite savante, peut-être chinoise? C'est le grand débat, hein, Élysée en parle. Quelle est la part de l'oralité, très riche en Corée, et celle de la tradition écrite, savante, influencée par la Chine? Et la réponse est? Ben, probablement un mélange des deux. Les lettrés qui écrivaient ces chroniques connaissaient les traditions orales, c'est sûr, mais ils les mettaient en forme selon des modèles écrits, souvent d'inspiration chinoise. Il y a eu un dialogue constant. D'accord. Mais alors, le moment où on bascule vers une vraie fiction littéraire, assumée comme telle. Là, on revient au XVe siècle et à Kim Si-sup. Son Kumo sinois
est vraiment vue comme le tournant. Pourquoi spécifiquement cette œuvre? Parce que c'est une collection de récits autonomes, écrits en chinois classique, certes, mais qui développent des intrigues fictionnelles complexes. Il mêle de façon très sophistiquée le réel et le merveilleux. Le réel et le merveilleux. Oui, on a des descriptions très précises de lieux, de sentiments humains, mais les personnages rencontrent des fantômes, des esprits, des êtres surnaturels. C'est ce mélange qui marque la naissance de la prose de fiction vraiment littéraire en Corée. Et pendant ce temps, le Paesol, ces recueils d'anecdotes, ils continuent d'exister? Ah oui, tout à fait. Le Paesol continue sa vie. Il évolue en parallèle. On continue à écrire et lire ces recueils plus courts, plus variés. D'accord, les deux coexistent. Oui, et comme on disait, la frontière entre les deux était parfois assez floue pour les gens de l'époque. On a parlé de l'influence chinoise pour l'histoire. Et pour la fiction, elle est importante aussi. Ah oui, considérable. Il faut absolument mentionner les Chuanqi. Les Chuanqi, Ce sont des contes merveilleux, fantastiques, très populaires en Chine sous les Tang au 7e, 9e siècle. Et leur influence a été énorme dans toute l'Asie de l'Est. et les Coréens s'en sont inspirés? Énormément. Pour les thèmes, les histoires d'amour entre humains et fantômes, les mondes imaginaires, mais aussi pour les structures narratives, les personnages types. C'était un modèle très fort. Mais est-ce que c'était juste une copie ou est-ce qu'ils ont adapté? Non, non, c'est clairement une adaptation créative. C'est un point important sur lequel insiste Elisev. Ils ont intégré ces influences, mais ils les ont coréanisées. C'est-à-dire? D'accord. Ils ont développé leur propre thématique, une sensibilité particulière, le poids du bouddhisme, la critique sociale liée à la société coréenne de l'époque Joseon, une certaine mélancolie. Ce sont des traits distinctifs. D'accord, une appropriation donc. Exactement. Alors, pour nous aider à y voir clair dans cette longue histoire, Elisev propose une périodisation. C'est assez pratique. Ah oui, En gros, 4 phases. D'abord, les origines, avant le XVe siècle. Ensuite, l'émergence du genre, 15e, 16e siècle, avec Kim Si-soop. Puis, une période d'épanouissement, 17e, 18e siècle. Là, ça foisonne. C'est un peu l'âge d'or. d'accord. Et enfin, les développements au 19e siècle, qui annoncent déjà la littérature moderne. Parfait, ça nous donne une bonne structure. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. À quoi elles ressemblent concrètement ces nouvelles, surtout pendant la Rage d'or au XVIIe, XVIIIe siècle? Alors sur la forme, elle reste souvent assez concise, focalisée sur un événement, une tranche de vie, un personnage. Un peu comme une anecdote développée ou un conte? C'est un peu ça, oui. La narration est souvent assez directe, linéaire. Mais ce qui frappe le plus, et Élisée Vizev insiste beaucoup là-dessus, c'est ce mélange constant du réalisme et du fantastique. Vous l'avez déjà mentionné, mais qu'est-ce que ça veut dire constant et décomplexé? Ça veut dire que ça ne pose aucun problème à l'auteur de décrire très précisément la vie quotidienne, les coutumes, les lieux réels, et juste après, de faire intervenir un fantôme, un rêve prémonitoire, un animal qui parle. Sans transition particulière. Voilà. Ce n'est pas vu comme une rupture. Le surnaturel fait partie du monde, en quelque sorte. C'est intégré à leur vision des choses. Ça devait donner une atmosphère très particulière, effectivement. Et les thèmes abordés, alors? On trouve les grands classiques, amour, aventure. Oui, bien sûr. L'amour, c'est un thème majeur. Souvent un amour contrarié par la société. Parfois un amour qui dépasse la mort, très idéalisé. Les aventures, les exploits héroïques aussi. Mais pas seulement. Non, loin de là. Il y a une dimension morale, didactique, très présente. C'est l'héritage du confucianisme, bien sûr, mais aussi du bouddhisme. On veut illustrer une vertu, critiquer un vice, donner un exemple. Et la critique sociale dont vous parliez tout à l'heure? C'est ça qui est peut-être le plus étonnant pour nous aujourd'hui? Oui, c'est un des aspects les plus passionnants, surtout pour cette période des XVIIe, XVIIIe siècles. Élisée montre bien comment émergent dans ses fictions des idéaux qu'on pourrait dire humanistes, voire pré-démocratiques. Pré-démocratique, ouais. Carrément. Oui, dans le sens où on voit une affirmation très forte de la dignité humaine, même pour les gens du peuple, les marginaux. Et puis des critiques parfois très vives de l'aristocratie, les Yangborn. On critique les nobles. Ah oui, Leur oisiveté, leurs privilèges, la corruption des fonctionnaires, c'est assez direct parfois. Et on voit aussi une aspiration à plus de liberté individuelle, notamment en amour. c'est fascinant de trouver ça dans la Corée de cette époque, qu'on imagine souvent très rigide. Vous avez des exemples d'auteurs ou de textes? Oui, l'exemple incontournable, c'est Pak Chi-won, fin XVIIIe siècle. Pak Chi-won. C'est un lettré brillant, enlevé au courant du Silhak, les études pratiques, des intellectuels qui voulaient réformer la société. Et Pak Chi-won a utilisé la nouvelle comme une arme de critique sociale. Et que racontent ces histoires, par exemple?
Alors, il y a le très célèbre Yangban Chon, le conte du Yangban. C'est l'histoire d'un noble ruiné qui veut vendre son titre. Et la description des privilèges et des devoirs absurdes du Yangban est une satire féroce. Ça a l'air savoureux. Ça l'est. Et dans un autre texte, Reseng Chon, le conte de Eseng. Il met en scène un lettré pauvre qui se lance dans le commerce et réussit de façon spectaculaire. Il crée même une société idéale sur une île. Une utopie? Une sorte d'utopie économique et sociale, oui. C'est une façon de critiquer l'économie rigide de l'époque et d'imaginer autre chose. C'est plein d'humour, d'intelligence, et ça montre un vrai souci du peuple. C'est incroyable de voir la fiction s'emparer de ces questions de manière aussi frontale. Si on osait une comparaison avec l'Europe, avec Boccace par exemple, même si c'est plus tôt, y a-t-il des points communs? C'est une comparaison intéressante. Le point commun, peut-être, c'est cet intérêt nouveau pour l'expérience humaine, très concrète, la vie terrestre, les sentiments. Un humanisme naissant? Voilà, une forme d'humanisme. On s'éloigne du purement religieux ou mythologique pour explorer la complexité de la vie des gens. Ça, on le trouve des deux côtés, même si les formes sont différentes. Et les grandes différences? Le contexte culturel joue énormément. La nouvelle coréenne, marquée par le confucianisme et le bouddhisme, va peut-être moins chercher la complexité de l'intrigue, les rebondissements parfois un peu crus de Boccace. Elle met l'accent sur quoi alors? Plus sur l'atmosphère peut-être, la psychologie, la portée morale ou sociale. La structure peut sembler plus simple, mais l'émotion ou la réflexion sont souvent très fortes. Je vois. Et puis, ce mélange réalisme-fantastique dont on parle depuis le début, il est sans doute plus organique, moins artificiel que dans certaines nouvelles européennes. Et la critique sociale chez Park Ji-won, elle est peut-être plus directement politique que chez Boccace. D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, la nouvelle coréenne médiévale, c'est loin d'être juste une petite curiosité littéraire. Ah non, pas du tout. C'est un genre vraiment riche, avec ses propres codes, ses racines anciennes, qui mélange réalisme, fantastique, morale, et une critique sociale étonnamment moderne par moments. C'est exactement ça. Étudier ce genre, c'est vraiment ouvrir une porte sur la société, la culture, les mentalités de la Corée d'avant la modernité. C'est une autre façon de lire leur histoire intellectuelle et sociale. Et l'étude d'Eliseev, basée sur les manuscrits, elle apporte quoi de plus sur ce plan-là? Elle nous rappelle l'importance de la matérialité. Comment ces textes circulaient. Qui les lisait. Beaucoup étaient écrits en chinois classique, le Hanmun. La langue des lettrés? Exactement. Donc au début, diffusion limitée à une élite. Mais le Hangul, l'alphabet coréen créé au XVe siècle, il n'a pas aidé? Si, bien sûr, mais progressivement. Son adoption par l'élite pour la grande littérature a été lente. Le Hanmun gardait son prestige. D'accord. Mais au XVIIe, XVIIIe siècle, on voit de plus en plus de sosoles écrits directement en hangul ou traduits. Et là, oui, ça touche un public plus large. Les femmes, les classes moins éduquées? Exactement. On sait qu'il y avait des systèmes de prêt de livres, des copistes, les histoires circulaient aussi beaucoup à l'oral. Et les manuscrits eux-mêmes peuvent nous renseigner là-dessus? Oui, le papier, l'écriture, les annotations, tout ça donne des indices sur les lecteurs, la circulation. Le travail d'Eliseev sur ses sources primaires est précieux pour comprendre comment cette littérature vivait. C'est passionnant de voir aussi cet aspect, hein, l'histoire du livre, de la lecture, derrière les textes mêmes. Tout à fait. Le contenu et le contenant sont liés. Comprendre qui lisait quoi et comment, c'est essentiel. Bon, cette exploration nous a vraiment ouvert les yeux sur une tradition littéraire foisonnante et, il faut le dire, encore trop peu connue chez nous. Absolument. Et pour finir, peut-être une dernière idée à retenir qui vient d'Eliseev, c'est sur le rôle du fantastique. Oui, il dit que même quand ces nouvelles débordent de surnaturel, ce n'est presque jamais gratuit. Le fantastique sert souvent de révélateur. Révélateur de quoi alors? De vérité psychologique peut-être, les désirs, les angoisses des personnages, ou alors ça fonctionne comme une métaphore pour critiquer la société? Une critique déguisée. C'est ça. Le fantôme qui demande justice, l'utopie sur une île lointaine, ce sont des façons de parler du monde réel, de ses injustices, de ses espoirs, quand on ne peut pas le faire trop directement. Le fantastique comme un miroir déformant mais révélateur du réel. Exactement. Et ça nous amène à une question plus vaste qui dépasse la Corée. Comment nos sociétés, hier comme aujourd'hui, utilisent l'imaginaire, le mythe, le conte, l'ASF, le fantastique, pour dire l'indicible? Pour critiquer, pour rêver, pour exprimer nos peurs collectives. C'est une fonction essentielle du récit, non? Une très belle question pour continuer à réfléchir. Le pouvoir de l'imaginaire, merci beaucoup pour cette analyse vraiment éclairante et stimulante. Merci à vous.
C'est la fin de notre discussion approfondie pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pour cette plongée dans la nouvelle coréenne médiévale.